Je suis en plein milieu de l'océan Atlantique. Puis aujourd'hui, je vais essayer de répondre à toutes vos petites questions concernant la transat, la navigation. Est-ce que c'est dangereux de traverser l'Atlantique à la voile? Comment on fait en mer avec Windy, notre chienne salée? L'énergie à bord, ça c'est un autre sujet complètement. Quel forfait prendre si vous utilisez Starlink en mer pour une traversée? Vous n'avez pas peur de vous ennuyer? Qu'est-ce que vous faites de votre temps à bord? C'est parti! Le bateau sur lequel on fait la traversée, c'est un Bali 4.6 2025. Il y a 5 cabines doubles. C'est un magnifique bateau. Il y a le flybridge en haut. Il y a l'espace ici à l'avant pour se reposer, pour faire de l'exercice, cacher un peu plus du vent. Avec un catamaran, on veut naviguer au portant, donc le vent arrive souvent de l'arrière. Il y a aussi la porte qu'on peut ouvrir à l'intérieur qui est complètement folle. Ça donne une vue sur l'océan. La cuisine ultra fonctionnelle aussi. Bon appétit! Bon appétit! Honnêtement, c'est un charme faire une traversée sur un bateau comme ça. Puis plus le bateau est long, plus il prend bien les vagues. Donc c'est très, très confortable à bord. Honnêtement, pour une première transat, parce que oui, c'est notre toute première transat, c'est vraiment parfait. On fait notre lavage dans une traversée. C'est dans un bac comme ça. On le piétine 20 minutes avec le savon. Ensuite, on le rince à l'eau claire. On fait un autre 12 minutes. Après, on le sort le mieux qu'on peut. Puis on va aller le prendre pour le sécher. Parce que moi, je possède pas 3 semaines de linge sans l'aller laver. Fait que pas le choix. Lavage est fait! Ça sent bon! Ça ne devrait pas être trop long avec le vent. Aujourd'hui, le bateau tangue un peu plus d'un côté à l'autre. On a changé la route un peu pour que ce soit un petit peu plus confortable parce que c'était pire tantôt. Mais le vent est faible aujourd'hui, c'est ce qui fait que le bateau, avec les vagues, il se promène un petit peu plus. Mais bon, c'est quand même très confortable à bord. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile, une traversée océanique, mais ce que je me rends compte, c'est que ce qui est plus difficile, c'est naviguer côtier. Parce que là, tu as beaucoup de bateaux, tu as le trafic maritime, tu as les cages à crabes, tu as les hauts-fonds. Il n'y a pas d'au-fond, on est dans les 5000 mètres et plus depuis des jours et des jours. Il n'y a presque pas de cargo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bateau, plus de 2 jours qu'on n'a pas vu un bateau. Il n'y a pas de cage à crabe, évidemment. Les pêcheurs ne viennent pas jusqu'ici mettre les pièges. Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait. Ce qui est plus difficile, c'est la longueur. Puis s'il arriverait quelque chose, soit médical ou un bris majeur sur le bateau, bien là, tu es loin de tout. C'est ça qui est la difficulté, mais quand il n'y a rien qui brise, quand tout le monde va bien, c'est relativement facile. C'est la première shot. Pas ça. Voilà. Les déchets en mer. Comme on peut être plusieurs semaines en mer pour une traversée océanique, qu'est-ce qu'on fait de nos poubelles? Eh bien, on les accumule. Vous voyez, nous, on a sacrifié la salle de bain pointe-avant du skipper parce que personne ne l'utilise. Et c'est un compartiment quand même assez étanche et facile à nettoyer après. À 12 000 des côtes, on peut jeter tout le compost, les restes de nourriture, les fruits, légumes, etc. À 25 000 des côtes, on peut jeter le papier, carton, si on avait du bois, on pourrait le laisser aller en mer à 25 000 des côtes. Mais sinon, c'est pas recommandé de mettre le verre, les canettes ou le plastique. C'est pas recommandé de le mettre à l'eau du tout. C'est mieux de l'accumuler puis de le mettre à la poubelle quand on arrive de l'autre côté. Le verre, on avait déjà entendu dire que c'était correct, mais là, je viens de revérifier. Le verre, techniquement, c'est du sable. Donc, plusieurs pensent qu'on peut le jeter si on brise les bouteilles, par exemple, et qu'on le jette à l'eau. Mais officiellement, c'est pas recommandé parce que, oui, il va se détruire en petits morceaux.
mais il ne se décompose pas complètement. Donc, il reste un déchet. Comment on fait en mer avec Windy, notre chienne salée de 6 ans? En fait, pour elle, c'est assez simple parce qu'elle a habité toute sa vie sur un bateau. Depuis qu'elle a 3 mois, elle vit sur un bateau. Donc, pour elle, c'est juste normal. C'est son quotidien, c'est ce qu'elle connaît. Puis tout ce qu'elle veut, en fait, c'est être avec nous. Elle veut toujours être proche de nous, avec nous. Je pense que c'est un peu tous les chiens qui sont comme ça. Mais sinon, elle mange comme d'habitude, elle boit comme d'habitude, elle fait ses besoins à l'arrière du bateau. C'est là qu'on lui a enseigné. Sur un catamaran, c'est plus simple à l'arrière parce que c'est plus facile à rincer. Et sur le gel coat, ça n'abîme rien. Elle porte toujours sa veste de sauvetage. Puis c'est bien parce qu'il y a une poignée. Fait que c'est pratique. Et si jamais elle venait qu'elle tombait à l'eau, bien, on pourrait la récupérer avec une gaffe. Une question qu'on a souvent, c'est est-ce qu'elle a le mal de mer? Non, Windy, elle n'a jamais eu le mal de mer. Aucun signe, toujours été en pleine forme. Même des fois, nous, on avait le mal de mer, puis elle, parfaite. Est-ce que tous les chiens peuvent faire une traversée? Non, je crois pas. Il y a certains chiens qui pourraient être très nerveux, très stressés de faire cette traversée-là. Il faut y aller par étapes. Vous ne commencez pas avec une traversée du premier jour, graduellement. Puis en fait, ce qui va vous indiquer si le chien peut le faire ou pas, c'est s'il est capable de faire ses besoins à bord. Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables du tout. Donc là, c'est certain qu'une traversée, c'est pas envisageable si le chien ne peut pas faire ses besoins à bord. Est-ce que Windy est déjà tombée à l'eau en navigation? Non, jamais. Pourquoi? Parce que dès que les conditions sont corsées un peu, je l'attache avec une laisse, soit autour d'une table ou peu importe la distance, mais c'est impossible. Elle n'a pas assez long de laisse pour pouvoir tomber en bas du bateau. Pendant les manœuvres aussi, sur notre catamaran, nous, on la met à l'intérieur puis on ferme la porte patio. Donc, encore une fois, c'est impossible pour elle de tomber. Aussi, elle est très prudente. Elle est quand même peureuse, donc elle ne marchera pas à des endroits. S'il y a des vagues, moindrement, elle ne va pas y aller. Elle sait, on dirait, que quand il y a des vagues, elle reste plus calme, elle reste plus proche de nous. Puis quand c'est calme, bien là, elle marche partout. On dirait qu'elle a le pied marin, elle sait. On n'est vraiment pas à plaindre côté nourriture. On s'en venait tous un peu ici avec dans la tête qu'on ne mangerait pas comme à la maison, que ce serait plus difficile. Mais non, on est vraiment gâtés. Tout le monde a des bonnes idées, tout le monde partage ses meilleures recettes. Fait que ça fait des bons repas. Et avec le frigo du Bali et le congélateur, ben, on va aller du frais jusqu'au bout. Là. Il nous reste quelques jours, puis on a encore plein de nourriture. L'énergie à bord, ça c'est un autre sujet complètement. Ce bateau-ci a 400 watts de panneaux solaires, il n'y a pas d'éolienne, il n'y a pas de générateur. Donc notre seule autre option pour créer de l'énergie, c'est avec les alternateurs des moteurs diesel. Donc on a 2,40 forces. On doit faire rouler les moteurs au moins 2 heures par jour, si c'est pas un petit peu plus, parce que ce bateau-là consomme quand même beaucoup d'énergie. Par exemple, l'autopilote, le méga frigo, le congélateur, c'est probablement ce qui tire le plus d'énergie. Ensuite, Starlink, tous nos appareils, toutes les pompes. Ça va quand même vite, surtout qu'on est 8 personnes à bord. Donc, on doit faire rouler les moteurs un petit peu pour avoir assez d'énergie parce que 400 watts pour 8 personnes puis un bateau comme ça, c'est pas suffisant. L'eau douce. Ça aussi, ça prend beaucoup d'énergie parce qu'on a un désalinisateur à bord. Donc, on produit notre propre eau douce. Donc, l'eau qui sort là, du robinet, dans les chambres de bain aussi, c'est de l'eau douce. Les toilettes électriques aussi fonctionnent avec l'eau douce. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas l'option salée et eau douce. Au moins, ça l'économise un petit peu. Ça doit être parce que l'eau salée, c'est très dommageable pour tout. Puis, on préférait les mettre que eau douce. Mais c'est sûr que ça consomme beaucoup. On a aussi acheté de l'eau pour boire en grosse bouteille de 8 litres pour être capable de survivre. Par exemple, si le dessal arrêtait de fonctionner, on doit pouvoir boire au moins jusqu'à l'arrivée. Donc, c'est sûr que là, on prendrait nos douches à l'eau salée, on ferait la vaisselle à l'eau salée aussi. Donc, ça serait que pour boire. Mais on pourrait arriver vivant de l'autre côté, ce qui est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que tu regardes?
Est-ce que c'est dangereux traverser l'Atlantique à la voile? Oui, évidemment, ça peut l'être, mais pas comme les gens l'imaginent. Si ton bateau est bien entretenu, bien préparé, que tu regardes la météo, que tu suis la météo, que tu pars à la bonne saison de l'année, les risques sont minimes. Parce que l'Atlantique, c'est pas un monstre, là. C'est un environnement prévisible. Donc, avec la météo de nos jours, avec Internet en plus à bord, tu n'es pas censé te retrouver dans un gros système très, très dangereux, là. Si tu as fait tes devoirs, que tu as pris les bonnes décisions, tu ne devrais pas te retrouver là. Le danger aussi, c'est relatif, là, parce que prendre sa voiture, c'est dangereux. Traverser la rue, ça peut être dangereux. Il y a des morts, là. C'est banal comme accident, mais tu traverses la route puis tu n'as pas regardé des deux côtés, une voiture te percute. Il y a du danger dans tout ce qu'on entreprend. Il s'agit juste de le faire intelligemment, d'être le mieux préparé possible, d'en s'entourer des bonnes personnes si on n'a pas les connaissances pour le faire, de suivre son instinct aussi. Un peu quelque chose qu'on oublie parfois, mais c'est tellement important de se faire confiance, d'écouter sa petite voix. Souvent, elle a raison. Pour évaluer la météo, on utilise l'application Windy. C'est d'ailleurs le nom que j'ai choisi pour mon chien. C'est pour ça qu'elle s'appelle Windy, la chienne salée. Donc, on utilise l'application Windy pour voir la météo qui s'en vient. On peut voir jusqu'à 15 jours. C'est certain qu'à 15 jours, c'est un peu moins fiable, mais quand tu regardes 2, 3, 4, 5 jours plus tard, là, c'est quand même très fiable. On regarde aussi l'application Hurricane Tracker. Puis, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'ouragan qui va se former dans l'Atlantique dans les prochains 7 jours. On est présentement le 13 octobre, donc on est encore dans la saison cyclonique, mais à la fin. Donc, il y a moins de chances d'avoir des ouragans à ce temps-ci et ils ne seraient pas sur la ligne que nous, on est. Ils seraient plus au sud de nous. Donc, même s'il y en avait un qui se formerait, on pourrait quand même l'éviter en changeant notre route. Et, on le verrait plusieurs jours d'avance. Là. Ça ne serait pas une surprise. Et s'il y a un gros problème à bord et qu'on a besoin d'aide, d'urgence, par exemple, s'il y a un feu à bord du bateau puis qu'on se retrouve tout à l'eau ou s'il y a une grosse tempête ou quelque chose comme ça, bien, on a ça. Ça s'appelle un EPIRB. Donc, on ouvre le petit couvert rouge ici et on appuie sur le bouton. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça envoie un signal de détresse par satellite. C'est très fiable. Le signal est transmis à l'équipe, tout dépendant d'où tu es. Comme par exemple, en France, ce serait le CROSS. Ils reçoivent telle localisation précise, souvent à 100 mètres à la ronde. Ils reçoivent aussi, c'est qui le nom du propriétaire de la balise et aussi le numéro de téléphone du propriétaire. Ça, c'est toutes des informations que tu entres quand tu achètes une balise comme ça. Donc, ils ont toute ton information. Ils vont essayer de te contacter par téléphone. L'opération de recherche s'enclenche ensuite. Selon notre position puis qu'est-ce qui est plus proche de nous, bien, ils peuvent dérouter un cargo. C'est souvent les cargos qui viendraient dans notre situation parce qu'on est loin de toute terre. Donc, les cargos sont bien équipés. Parfois, ils ont même des médecins à bord. Ils ont beaucoup de nourriture, d'eau et tout et tout. Ils ont aussi les formations pour assister des gens ou soigner des gens. Donc, c'est souvent les cargos qui viennent. Puis, ils n'ont pas le choix de venir. Ils ne peuvent pas dire « Ah non, je suis occupé » ou « Je dois me rendre rapidement à ma destination ». Ils ne peuvent pas faire ça, c'est contre la loi. Ils doivent absolument se dérouter si c'est eux qui sont le plus proches d'une personne en danger. C'est probablement l'élément le plus important à avoir avec toi en situation d'urgence. Si, par exemple, tu dois aller dans le radeau de survie, bien, la première chose que tu devrais prendre, c'est ça. Parce qu'avec ça, tu es presque assuré que les secours s'en viennent te chercher. Puis aussi, bien, on a Starlink à bord. Donc ça, c'est notre Starlink Mini qu'on a acheté pour la traversée. Il y a un deuxième Starlink dans le bateau aussi. Ça nous permet d'avoir Internet en plein milieu de l'océan, ce qui est génial. Ça nous permet de regarder la météo, mais aussi ça pourrait être d'une aide incroyable. Si, par exemple, on avait quelqu'un qui se blesse gravement à bord, on pourrait contacter un médecin, on pourrait faire une appel vidéo, on pourrait montrer qu'est-ce qui se passe vraiment, la blessure, par exemple. Donc, ou même un vétérinaire, un mécanicien diesel, tu sais, c'est vraiment une aide presque indispensable de nos jours, je pense, parce que c'est disponible. Donc là, c'est sûr que les vieux marins, vous allez dire « Ah, dans notre temps, on n'en avait pas. »
Mais avant, les gens ils se promenaient en cheval. Là. Maintenant, on a des voitures. Ça évolue. Donc maintenant, comme c'est disponible, pourquoi pas utiliser cet outil incroyable quand ça peut sauver des vies, ça te garde contact avec ta famille, tes amis, donc ils sont moins inquiets pendant la traversée. Et l'utilisation principale, c'est vraiment de regarder la météo pour savoir dans quoi on s'en va. Quel forfait prendre si vous utilisez Starlink en mer pour une traversée? On est parti de l'Europe et on s'en va vers l'Amérique. Donc, techniquement, c'est 2 zones séparées pour Starlink. Donc, c'était recommandé en ligne d'utiliser le Global, qui est beaucoup plus dispendieux. Mais jusqu'à maintenant, nous, on a le forfait Roam, le même qu'on utilisait depuis qu'on l'a, et qui est dans le fond valide près des côtes. Et en mer, tu actives les données prioritaires. Donc, c'est le même forfait qu'on utilise depuis le tout début. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Donc, on n'a pas eu besoin de passer sur le forfait global. C'était un peu mon inquiétude parce que ça disait, comme on changeait de continent, qu'en plein milieu, ça l'arrêterait. Mais non, ça fonctionne toujours. Puis c'est beaucoup moins dispendieux. Donc, l'abonnement européen est 100 €. Puis en activant les données mobiles, c'est 2,29 $ du gig. Chaque gig que tu consommes te coûte 2,29 $. Nous, on a pris le forfait illimité. Comme ça, on n'est pas restreint en nombre de gigs. C'est juste que plus on l'utilise, plus ça coûte cher. Mais c'est ce qui est optimal d'après moi parce que, par exemple, il arrive quelque chose d'urgent puis tu as besoin de communiquer pour une longue période, bien, tu ne veux pas être barré à 50 gigs. Un truc que j'ai appris durant cette traversée, c'est qu'au milieu de l'océan, il y a beaucoup moins de poissons que sur les côtes. Nous, on s'attendait à on va être au large, il va y avoir des gros poissons. Mais non, il y a beaucoup moins de poissons. C'est pour ça qu'on a pêché très peu. On a parfois jusqu'à 4 lignes à pêche à l'eau. On a attrapé seulement une grosse bonite. Et au début, on a attrapé 2 petites coryphènes. En fait, ça fait du sens parce que les gros poissons mangent les petits poissons. Les petits poissons, eux, mangent le plancton et ils ont besoin de nutriments qui remontent des fonds marins. Donc, quand il y a 5000 mètres de creux, bien, il n'y a presque pas de nutriments. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de poissons au milieu que sur les récifs. Donc, pour pêcher, l'idéal, c'est entre 0 à 20 milles nautiques de la côte, idéalement dans à peu près 200 mètres. Dès que tu tombes dans les 1000 mètres, 2000, 3000, tu as de moins en moins de chances, en fait, d'attraper des poissons. Un peu déçu, mais bon, on va continuer à laisser la ligne à l'eau. Et là, plus qu'on approche de la Martinique, il y a de la sargasse aussi. Donc, c'est un peu fâchant quand tu essaies de pêcher parce que tu remontes continuellement la ligne en raison des sargasses. Mais bon, ça fait partie du sport. À peu près comme la bonite qu'on a poignée, mais je pense que c'est maïs. La maïs, ah. Rien. Ah, il a arraché le là. Ah ouais. Oh, tabac. Ah non, il y a rien. C'est juste la sargasse. Ouais, ouais, C'est la sargasse. Ouais, je sais. Ah putain. Ben voyons. Mais t'as vu sauter toi là-haut des fois? Non, je peux On va réveiller pour ça. Tu veux le manger? Voyons donc. Mais non, il devait avoir un poisson, là. Il est peut-être détaché. On laisse un peu la sargasse. C'est présent la sargasse. Ça goûte quoi? Voyons donc. Mais non, il devait avoir un poisson, là. Non. Ça tire la sargasse. Plus son âge. Ça doit être salé. Ouais, ça c'est salé, c'est sûr, c'est marin, mais c'est pas exceptionnel en fait. Comment on dort en navigation? Bien, premièrement, ça, c'est la cabine à Patrice et moi. Donc, c'est ici qu'on a fait dodo tout le long. Puis, c'est quand même très confortable parce qu'on a un hublot en haut, donc on a une bonne aération. On a aussi la petite fenêtre là et la vue sur les vagues. Ça, c'est génial. Même Wendy a pris l'habitude de regarder les vagues. Il y a même un moment où il y avait des dauphins. Puis, j'étais dans la cabine, puis je voyais les dauphins ici. Ça, c'était vraiment cool. Mais sinon, nous, on a la cabine de la pointe avant. Sur une navigation au portant, je pense que c'est préférable sur un catamaran parce que ça tape moins, comme les vagues arrivent de derrière. Souvent, les cabines des pointes avant, ils ont des plus gros hublots, donc tu as un peu plus d'aération. Mais sinon, on dort très bien, là. C'est comme un lit normal. Un truc qui est très pratique, c'est un masque comme ça de nuit.
Comme ça, tu peux faire une sieste l'après-midi puis tu vois absolument pas la lumière. Ou quand t'es deux, c'est plus facile si l'autre se lève, il allume les lumières, ben ça, tu le vois même pas. Je ne recommanderais pas les bouchons. J'ai déjà entendu ça, des gens qui me disent qu'ils dorment avec des bouchons en navigation. Moi, comme je suis plutôt habituée en navigation avec équipage réduit, des bouchons, c'est non, parce que imagine que tu es seulement deux, tu mets des bouchons, l'autre personne a besoin d'aide. Tu n'entends pas non plus le bruit de tes voiles qui faceillent, donc il y a besoin d'être ajusté. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée de dormir avec des bouchons, à moins qu'on ait vraiment un gros groupe, là, comme là, on est 8. S'il y en a un ou deux qui dorment avec des bouchons sur 8, ça va, là. Mais si tu es en équipage réduit, c'est très important de pouvoir entendre. En navigation, on ne dort pas aussi dur qu'à la maison. Donc, c'est certain qu'on a toujours une oreille attentive à ce qui se passe autour. Si, par exemple, il y a une alarme sur la table de la carte, je l'entends. Si les voiles faceillent, je l'entends. Donc, on dort comme un peu en semi. Je réussis quand même à avoir des bonnes nuits. C'est sûr que le pire, c'est la première semaine, surtout avec les corps de nuit. Tu n'es pas habitué. C'est ça qui est le plus difficile, en fait. C'est plutôt les corps. Parce qu'une fois que tu es dans ton lit, c'est relativement facile, en tout cas pour moi, là, de tomber endormi. Pour vérifier mon sommeil, moi, j'ai la bague Ultra Human que j'adore. Ça fait maintenant, je pense, plus d'1 an que je la porte. Donc, je peux suivre mon score de sommeil. Puis, j'étais curieuse de voir en navigation comment ça serait affecté. Puis, tu vois, j'ai un score... Bien, au début, c'était le plus difficile. J'avais 61, 66, 70. Là, après ça, des fois, j'avais une bonne nuit, 80. Je redescendais 72, 62. Là, maintenant, je dirais que c'est plutôt dans les 80. Mais je fais pas ma nuit d'un coup, là. Ça accumule mes siestes parce que je me couche assez tôt. Parce que nous, on fait le quart de 3 heures de la nuit à 6 heures du matin. Donc, je me couche vers 8-9 heures. Je dors jusqu'à 3 heures, je me réveille. Puis après ça, à 6 heures, on revient se coucher. Donc, ça comptabilise la sieste aussi. Si je fais pas la sieste, là, mes scores seraient désastreux. Mais je trouve ça vraiment cool de pouvoir voir. Si vous aussi, vous voulez acheter la bague Ultra Human et suivre votre sommeil, bien, je vais mettre le lien dans la description YouTube. Vous pouvez aller voir ça. Puis il y a plein de choses, là, pas juste le sommeil. Les pas, le stress, vraiment plein de choses. Que c'est bien quand on veut prendre soin de sa santé. Une question qu'on a souvent, c'est vous n'avez pas peur de vous ennuyer? Qu'est-ce que vous faites de votre temps à bord? Donc non, on n'a pas peur de s'ennuyer. Pour ma part, j'ai tellement de projets en cours, puis avec Starling, bien, je peux continuer mes projets. Donc ça m'occupe beaucoup. Vous filmez les épisodes, faire le montage, donc tout ça, ça prend beaucoup de temps dans notre journée. Mais sinon, pour ceux qui ne sont pas des YouTubeurs, on fait de la lecture. J'ai mon Kindle avec plein de livres. Je peux écouter de la musique. Avant de partir, on s'est téléchargé des films, des séries, des documentaires. Donc, on a plein de choses à regarder. Évidemment, on discute entre nous aussi. On a plein de belles discussions. Aussi, bien, j'ai apporté mon ukulélé. On est 4 joueurs à bord, donc on se prête le ukulélé, ça nous occupe. Puis aussi, je continue d'apprendre mon espagnol avec Rosetta Stone sur l'application. J'avais téléchargé les leçons avant de partir. Puis il y a toujours quelqu'un qui fait la sieste aussi, parce que comme on fait des corps, il y a toujours au moins une personne en train de dormir. Donc c'est du temps que tu as pour te reposer, pour prendre soin de toi, pour faire peut-être des choses que tu n'as pas le temps de faire habituellement. Puis sinon, ben juste comme par exemple t'asseoir ici puis regarder au loin, regarder le coucher de soleil, bien, ça t'occupe. Tu sais, veux pas, c'est des petites choses banales, mais on dirait qu'en navigation, toute petite chose devient quelque chose. La pêche aussi, s'occuper des lignes. Honnêtement, je pensais avoir plus de temps libre, mais je me rends compte que les journées passent tellement vite qu'il y a plein de choses que j'aurais même pas eu le temps de faire. Donc je pense que c'est une bonne chose parce que les journées passent comme ça. Quelle hauteur de vague ça prend pour chavirer un catamaran de 46 pieds, celui sur lequel on navigue en ce moment? Et ça dépend de sa largeur. Tu vois, lui, il y a 8 mètres de largeur. Donc, ça prendrait une vague de 8 mètres, courte, et il faudrait que le catamaran soit mal positionné. Il faudrait qu'on prenne cette vague-là de côté complètement pour qu'elle puisse nous chavirer. Donc, pour avoir des vagues de 8 mètres, ça prendrait énormément de vent, 60 nœuds, 70 nœuds de vent. Tu vois, jusqu'à maintenant, sur cette traversée, on a vu des vagues maximum de 3 mètres. Donc, on avait du 20 nœuds apparents.
à ce moment-là pour des vagues de 3 mètres qu'on prenait de derrière. Donc ça allait super bien. Mais ça prend des bonnes vagues. Ça ne chavait pas juste comme ça, c'est quand même stable. Puis peut-être une dernière petite question. Pourquoi on fait une transat? Pourquoi c'était notre rêve de traverser un océan? Puis là, on va pouvoir faire check! En fait, c'est pour le dépassement de soi. Ça reste un défi. On est sur un bateau confortable, mais c'est quand même un défi parce qu'une traversée, c'est toujours difficile. Le rythme de sommeil est différent. On est loin de tout. Il faut rester calme et serein en tout temps. Si tu commences à penser à quel point tu es petit dans l'océan, ça peut aller vite dans ta tête. Là. On est en plein milieu de nulle part. On est miniature. Mais bon, faut pas concentrer là-dessus. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Je suis certaine qu'il va en avoir plein d'autres, plein de sujets qu'on pourrait aborder. Parce qu'il y a mille et une choses qui se passent en traversée, malgré qu'en même temps, il se passe pas grand-chose. C'est un peu bizarre. À la prochaine, la gang!